Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast On Azure Grave, votre rendez-vous hebdomadaire pour tous les passionnés et professionnels de l'écosystème Azure. Je m'appelle Arnaud Morvillier, je suis architecte solution cloud Azure MVP et fondateur de la société Grouna. Ce nouvel épisode est l'occasion de décrypter ensemble l'actualité Azure de la semaine 42 qui s'étale du 14 au 20 octobre. Mais avant de débuter, place à notre petit jingle. Bienvenue sur le podcast On Azure Grave dans lequel nous décryptons l'actualité du cloud Microsoft Azure semaine par semaine. Pour ne rien rater de nos épisodes, n'oubliez pas de vous abonner. Alors, comme bien souvent au menu de cet épisode, les articles de la semaine, les annonces en JA et nous terminerons par les annonces en preview. Petit rappel habituel, tout ce que nous allons aborder est disponible sur les différents sites de Microsoft. Débutons nos articles avec un sujet autour de l'IA. Nous en avons déjà parlé à ce micro, mais les récents progrès de l'IA transforment la manière dont les professionnels de la santé analysent et traitent les informations, en particulier grâce à des modèles multimodaux, c'est-à-dire capables de traiter plusieurs types de données. Par exemple, pour diagnostiquer un patient, un médecin ne se limite plus à lire des textes médicaux, mais peut aussi utiliser des images comme des scans ou des IRM, comme des analyses génomiques ou encore des dossiers cliniques. Ces avancées ont longtemps été freinées par le manque de grandes bases de données unifiées et des besoins importants en puissance de calcul. Pour répondre à ces défis, Microsoft a lancé une série de modèles d'IA spécialement conçus pour le secteur de la santé. Ces modèles permettent aux organisations de santé de tester et d'adapter l'IA à leurs besoins sans avoir à repartir de zéro. Parmi les modèles disponibles, MedImage Insight permet par exemple de classifier et de comparer des images médicales, facilitant ainsi le travail des radiologues ou des dermatologues en signalant des anomalies potentielles. Imaginez un outil qui envoie automatiquement un scan anormal à un spécialiste pour une analyse plus rapide. Cela pourrait considérablement améliorer la rapidité des soins. MedImage Parse est un autre modèle qui excelle dans la segmentation d'images, c'est-à-dire l'identification précise de différentes parties du corps dans des rayons X ou IRM. Ce modèle pourrait aider à la détection précoce de tumeurs ou à la planification précise de traitements contre le cancer. Un autre exemple est CRX Report Gen, qui génère des rapports à partir de radiographie thoracique, l'un des examens médicaux les plus courants. Il peut comparer des images passées et présentes pour détecter plus efficacement des maladies comme des infections pulmonaires ou les problèmes cardiaques. En utilisant ces outils, les hôpitaux, les chercheurs et même des secteurs comme la médecine vétérinaire peuvent améliorer leur diagnostic et offrir des soins plus personnalisés et plus rapides à leurs patients. L'objectif est non seulement de rendre les soins plus efficaces, mais aussi de permettre la découverte de nouveaux traitements et d'améliorer les résultats pour les patients à long terme, et cela, nous devrions tous en profiter. Switchons sur la sécurité. Vous avez tous entendu parler de Kerberos, qui est un protocole d'authentification réseau sans mot de passe. Mais avez-vous déjà entendu parler de Kerberosting? Alors, le Kerberosting est une technique d'attaque qui cible les systèmes utilisant Active Directory et le protocole d'authentification Kerberos. L'objectif est de voler des informations d'identification en récupérant des tickets de service qui sont des messages chiffrés servant à authentifier les utilisateurs. Les attaquants accèdent à ces tickets pour essayer de deviner les mots de passe associés, souvent en utilisant des techniques automatisées comme la force brute. Cette attaque devient plus courante notamment parce que les attaquants utilisent désormais des GPU pour accélérer le craquage des mots de passe. Les comptes les plus vulnérables sont ceux ayant des mots de passe faibles ou utilisant des algorithmes de chiffrement obsolètes comme RC4. Par exemple, un service comme SQL Server exécuté sous un compte de service pourrait être compromis si le mot de passe de compte est faible ou facilement devinable. Pour se protéger contre cette menace, plusieurs actions sont recommandées. Tout d'abord, utiliser des comptes de service gérés de groupe, ce qu'on appelle GMSA.
qui génèrent des mots de passe longs et complexes de manière aléatoire, rendant le craquage par force brute presque impossible. Ensuite, désactiver le chiffrement RC4 et passer à des méthodes plus sécurisées comme AES, qui sont bien plus résistantes aux attaques. Et enfin, auditer régulièrement les comptes AD pour identifier ceux qui sont exposés, notamment ceux ayant des mots de passe faibles ou des permissions trop larges. Un exemple concret de risque est qu'un attaquant pourrait utiliser Kerberos pour voler les informations d'identification d'un serveur SQL mal protégé et se déplacer ensuite latéralement sur le réseau pour déployer des logiciels malveillants comme des ransomware. Ainsi, en sécurisant les comptes de service avec des mots de passe forts et en suivant les meilleures pratiques de sécurité, ces attaques peuvent être largement réduites. Vous l'aurez compris, la vigilance des administrateurs associés à l'usage d'outils comme Microsoft Defender permet de détecter ce genre d'activité malveillante et d'agir rapidement pour y remédier. Alors, si vous nous suivez régulièrement, nous avons déjà évoqué ici la directive NIS pour Network and Information Security, qui s'inscrit dans un cadre réglementaire étendu visant à renforcer la sécurité numérique sur le marché européen, particulièrement dans les secteurs fortement tributaires des technologies de l'information et des communications. La version 2 de Nice, à savoir Nice 2, est déjà effective depuis décembre 2023 et renforce encore davantage ce cadre réglementaire. Cette nouvelle directive s'applique à plus de 10 000 entreprises qui doivent mettre en place des mesures de cybersécurité solides pour se protéger des menaces numériques toujours plus sophistiquées et respecter les nouvelles obligations légales. Et c'est depuis le 18 octobre 2024 qu'elles doivent se conformer à la directive NIS 2 de l'Union européenne qui renforce les exigences de sécurité et impose un cadre réglementaire strict. Sachez que la plateforme Azure propose des outils pour aider les entreprises à répondre à ces nouvelles obligations. Par exemple, Azure Resource Manager permet une gestion centralisée des ressources et Azure Arc permet d'étendre cette gestion aux environnements hybrides et multi-cloud. Cela permet de garantir une sécurité cohérente à travers différentes infrastructures. Ces services s'intègrent à des outils comme Microsoft Defender for Cloud et Microsoft Sentinel pour détecter et répondre rapidement aux menaces. Azure offre aussi une solution pour surveiller l'ensemble des systèmes informatiques en temps réel grâce à Azure Monitor que vous connaissez bien et qui permet de diagnostiquer et de résoudre les incidents rapidement. Un autre service, Azure Policy, permet d'automatiser les vérifications de conformité en garantissant que les ressources respectent les exigences de sécurité imposées par NIS 2. Pour mettre en place une stratégie de cybersécurité durable, Azure fournit aussi des recommandations via son programme Azure Essentials, basé sur les meilleures pratiques pour gérer, optimiser et sécuriser les environnements cloud. Concrètement, une entreprise peut par exemple utiliser Azure Monitor pour suivre les activités suspectes sur ses serveurs ou utiliser Azure Policy pour s'assurer que toutes ses ressources respectent des règles de sécurité définies au sein de l'entreprise. L'objectif est d'aider les entreprises à naviguer dans un paysage réglementaire complexe tout en protégeant efficacement leurs opérations contre les cyberattaques. Alors si vous avez vos charges de travail qui s'exécutent sur Azure, vous savez maintenant ce que vous devez faire pour être en conformité avec NIS 2. Eh bien, nous en avons terminé avec les articles de la semaine. Passons maintenant aux annonces en JA. La première concerne les VM et notamment les VM Linux qui prennent dorénavant en charge la clé SSH ED25519 pour les connexions OVM. Ainsi, maintenant, vous avez le choix entre une clé RSA ou une clé ED25519. On continue avec les VM Azure puisque de nouvelles VM Cobalt 100 basées sur ARM font leur apparition. On parle ici des séries DP-SV6 et DP-LSV6 pour de l'usage général ou la série EP-SV6 pour de la mémoire optimisée. Microsoft annonce un rapport prix performant jusqu'à 50% supérieur par rapport à la génération précédente. En plus de cela offre des performances de processeurs jusqu'à 1,4 fois supérieures, des performances
jusqu'à 1,5 fois supérieures sur les charges de travail Java et des performances jusqu'à 2 fois supérieures sur les serveurs web, les applications .NET et les applications de cache en mémoire, toujours par rapport à la génération précédente. Donc n'hésitez pas à les tester si vos charges de travail tournent actuellement sur des VM de la génération précédente évidemment. Le service Azure Backup continue d'évoluer puisqu'il supporte maintenant les VM utilisant des disques premium SSD V2, mais aussi des ultra-disques sur les coffres en réplication GRS. Pour rappel, la réplication GRS permet notamment la restauration interrégionale de vos données en cas de sinistre sur votre région principale. Du côté du réseau et plus particulièrement du service ExpressRoute, où l'équipe produit annonce ExpressRoute Métro. Alors je préfère vous le dire tout de suite, ce n'est pas une nouvelle ligne de métro sur Paris, mais une nouvelle connectivité privée conçue pour offrir une redondance multisite. Cette configuration vous permet de bénéficier d'une configuration avec une double connexion au data center de Azure sur votre gateway ExpressRoute. En fait, votre passerelle sera connectée à 2 DC différents, donc à 2 zones de disponibilité différentes. Et bien évidemment, ces 2 zones se trouvent dans la même ville, pour éviter tout souci de latence. Du coup, s'il y a un problème avec votre premier lien, vous n'êtes pas impacté parce que c'est le second lien qui prend le relais. Attention toutefois, pour le moment, cette nouvelle configuration n'est disponible que pour les villes d'Amsterdam, Singapour et Zurich. Donc de prochaines régions devraient être ouvertes dans les prochaines semaines. Les utilisateurs d'AVS vont être contents puisque l'intégration avec Azure Elastic SAN est désormais en JA. Ainsi, vous aurez directement depuis AVS un SAN entièrement géré et surtout certifié VMware. Cette nouvelle intégration sera parfaite pour optimiser les charges de travail, qu'il s'agisse de bases de données à grande échelle nécessitant une capacité de stockage élevée ou d'applications critiques et gourmandes en performance. Bref, c'est à vous de faire votre choix. La dernière annonce concerne le service App Service et plus particulièrement des réductions pour ceux qui utilisent Red Hat JBoss Enterprise Application Platform, plus communément appelé JBoss EAP. Et ce n'est pas rien car on parle tout de même de réductions allant jusqu'à 63% sur les SKU payants. Évidemment, rien ne change pour ceux qui utilisent des SKU gratuits. Alors, c'était la dernière annonce en JA, nous pouvons donc passer à la seule annonce en preview. Cette dernière concerne à la fois les VM, mais aussi les Virtual Machine Scale Set avec la fonctionnalité VMwatch. VMwatch exécute des contrôles d'état au sein de votre VM à des intervalles configurables et envoie les résultats via un modèle de données à Azure. Ces résultats sont ensuite consommés par les moteurs AIOps pour la détection et la prévention des régressions. Évidemment, ce n'est pas une obligation, mais si vous le souhaitez, il faudra installer l'extension Application Health VM. Et cerise sur le gâteau, VMwatch est totalement gratuit. Voilà, notre épisode touche à sa fin. Merci d'avoir pris le temps de nous écouter. Vous pouvez d'ailleurs le partager si vous le trouvez intéressant. Pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée. À très vite.